Alors l'événement extraordinaire qui s'est passé en 2018, en 2017, parce que le temps va vite à force, c'est le traité d'interdiction des armes nucléaires. Pareil, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais je vais vous expliquer au fur et à mesure. Ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est que nous, ONG, organisations internationales, on a un atout majeur qui s'appelle le droit. On croit dans l'esprit du droit. C'est grâce au droit qu'on peut avancer. C'est parce qu'il y a la promotion du droit, que ce soit le droit international humanitaire, les droits de l'homme, les droits sociaux, etc., que nous, on avance et qu'on est, je dirais, le bon côté du monde et dans le bon sens et dans la bonne marche du monde. Même si ce droit n'est pas forcément bien respecté, bien utilisé, bien mis en avant, la majorité du monde, l'écrasante majorité du monde, et c'est pour ça qu'il y a de l'espoir, veut la fin des armes nucléaires. Et c'est pour ça qu'on a obtenu en 2017 un traité qui interdit les armes nucléaires. C'est un traité qui va avoir force de loi, qui a été adopté à l'ONU par 122 États. Il y avait quelque chose qui était assez illogique, si vous voulez. On a des traités qui interdisent les armes chimiques. Qui penserait en France se doter d'armes chimiques? On a un traité qui interdit les armes biologiques, les mines antipersonnelles, les armes à sous-munitions, qui sont des sortes de mines antipersonnelles lorsqu'elles n'explosent pas, qui se répandent au sol. Mais on n'avait pas un traité, un instrument global qui interdisait cette dernière arme de destruction massive. Et donc c'est ce qu'on est arrivé à obtenir. Quand je dis nous, c'est les organisations internationales, la Croix-Rouge, le CICR, le comité, et bien sûr les États, parce que sans les États nous ne sommes rien. Nous sommes arrivés à obtenir ce texte qui est en cours d'adoption et qui va avoir force de loi internationale, certainement en fin d'année 2019, fin d'année 2020, et qui va créer une grosse pression, qui crée déjà une pression, alors même qu'il n'est pas encore force de loi, qui crée déjà des pressions sur des États comme le nôtre. Et quand je disais qu'il n'y avait pas de petites armes nucléaires, alors, vous le voyez vaguement, voyez la bombe d'Hiroshima, elle faisait 15 kilotonnes. Donc ça veut dire 15 000 tonnes de TNT. TNT, c'est l'explosif conventionnel classique. Notre ogive nucléaire, nous, la plus puissante, elle a en fait 300 kilotonnes. Ça veut dire 300 000 tonnes de TNT. Et aujourd'hui, la bombe conventionnelle que les États-Unis disposent, donc ça veut dire conventionnelle qui ne dégage pas d'effets radioactifs, par exemple, qu'ils ont le droit d'utiliser, bien évidemment, si ce n'est pas sur des populations civiles. Sa puissance maximum, c'est 11 tonnes, soit 0,011 kilotonnes. Vous voyez, entre 11 tonnes, 15 000 kilotonnes et 300 000 kilotonnes, vous voyez, il y a une échelle qui est extraordinaire. Et c'est pour ça que les armes nucléaires sont les armes véritablement dites de destruction massive et qui dégagent une capacité de destruction maximum. Alors pourquoi des États tout d'un coup se sont dit, certains étaient dessus depuis de nombreuses années, mais ont compris qu'en fait il fallait qu'ils travaillent sur le désarmement nucléaire, ont compris que ils n'avaient pas le choix, qu'ils étaient concernés directement. Eh bien parce qu'on a refait des études, on a retravaillé ces dernières années, à travers l'ONU, à travers des États, et en fait on a montré, c'est un peu comme le changement climatique si vous voulez, que quoi qu'il arrive à travers la planète, une détonation, qu'elle soit volontaire, c'est-à-dire une guerre, malveillante, un acte terroriste par exemple, ou accidentelle, je vous l'expliquerai, il y a eu de nombreux accidents, c'est bien l'ensemble de la planète, l'ensemble des États à travers la planète qui en subiront les conséquences. C'est-à-dire que le Costa Rica subira les conséquences d'une potentielle guerre nucléaire entre l'Inde et le Pakistan, alors qu'ils sont à l'opposé, ou même d'une potentielle guerre nucléaire qui pourrait se dérouler sur l'Europe, puisque nous sommes au cœur quand même d'un potentiel lieu de combat par armes nucléaires. Et donc ce petit pays a décidé de travailler ardemment aux côtés de pays un peu plus grands comme le Mexique, l'Afrique du Sud, la Malaisie, l'Indonésie, l'Autriche, l'Irlande, la Suède, la Suisse, pour obtenir un traité qui a été obtenu et pour désormais le mettre en œuvre. Aussi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'impact des armes nucléaires non seulement dure sur des décennies, mais se transmet malheureusement à travers les générations. On a des populations de femmes japonaises, on a des populations de femmes qui étaient en Polynésie, qui étaient sur les îles Marshall, où il y a eu énormément d'essais nucléaires, qui étaient au Kazakhstan. On a moins de données, mais il est évident que c'est la même chose sur des populations de femmes chinoises qui étaient à côté du centre de tir chinois, qui ont donné naissance à des enfants, soit mal formés, qui sont malheureusement décédés très rapidement, soit vers qui elles ont transmis des gènes qui ont des problèmes de maladies dites radio-induites, des cancers pour dire la chose de façon assez brève. Autre fait,
Vous avez tous vu, j'imagine, depuis 3-4 jours, malheureusement, on passe même, ça fait 5 jours qu'il y a eu un tsunami en Indonésie. Vous voyez tous les difficultés que ce pays a pour aller sauver une population qui est assez réduite, 15 000 personnes, il y aura certainement 2 à 3 000 morts malheureusement. De l'aide internationale commence à arriver. Et bien là, en cas de guerre nucléaire, d'accident, de détonation malveillante nucléaire, on n'envoie pas de médecins, on n'envoie pas d'aide internationale, parce qu'on ne sait pas comment on pourra faire. On n'a pas les moyens d'aller aider ces personnes. Impossible. C'est-à-dire qu'on n'aura pas les moyens de protéger les docteurs ou les personnes qui vont aller sur place des radiations. Et surtout, on ne sait pas comment on pourra faire. Il n'y aura plus rien, il n'y aura plus aucune structure pour pouvoir aller aider ces différentes personnes. Donc, en fait, il n'y a qu'un moyen pour mettre un terme à la menace, c'est de les interdire et de les éliminer. C'est ce qu'on est en train de faire. Pour vous expliquer pourquoi en fait les accidents sont potentiels, je vais aller vite sur cet accident en Espagne où il y a eu une arme nucléaire qui a été perdue sur les plages espagnoles. Je vais me concentrer sur 2 accidents en France parce que c'est notre territoire. Tout d'abord, il y a cette collision. C'est aussi pour montrer que les accidents, c'est pas que dans les années 60 ou pendant la période de la guerre froide, où souvent on se dit oui mais c'était il y a longtemps et aujourd'hui on a des systèmes plus performants et les personnes sont plus au courant, ou, voilà. Ou alors c'était les soviétiques et forcément ça induit qu'ils n'étaient pas capables de leur technologie. On a 2 sous-marins en février 2009, un sous-marin français et un sous-marin britannique qui chacun transportent des armes nucléaires qui au beau milieu de l'Atlantique Nord rentrent en collision. Comme vous avez 2 voitures qui rentrent en collision en fait. Ne me demandez pas pourquoi, comment et pourquoi elles ont pu rentrer en collision, parce qu'il faut bien que vous imaginiez que c'est comme si vous êtes au milieu d'une piscine, vous fermez les yeux et tout d'un coup vous rentrez en collision avec quelqu'un alors que normalement vous êtes censé être complètement à l'opposé. Le problème sur ces sous-marins, c'est non seulement ils transportent des armes nucléaires dont le choc aurait pu provoquer une défaillance et une potentielle explosion, mais en plus chacun de ces sous-marins est propulsé, c'est-à-dire que son moteur c'est un réacteur nucléaire, c'est une centrale nucléaire sous-marine. On a eu énormément de chance de ne pas avoir de catastrophe au milieu de l'Atlantique Nord. On a appris, grâce à des militants écossais, puisque la base britannique des sous-marins est en Écosse, qu'un sous-marin britannique arrivait dans cette base avec une figure un peu amochée, le nez amoché si vous voulez, et le kiosque, c'est la partie supérieure. Et rapidement, en fait, on a fait le lien avec aussi ce que l'on avait vu en France, un sous-marin qui revenait dans le même temps, alors même que le ministère de la Défense avait communiqué sur le fait que ce sous-marin français avait heurté en pleine mer un container sous l'eau, donc ne dévoilant pas la réalité. Donc ça, c'est un premier accident. Excusez-moi, monsieur, à propos des collisions de sous-marins, moi ça me paraît logique dans la mesure où, a priori, un sous-marin est indétectable. Non, mais ils ont un sous-marin qui se balade, c'est normal qu'il se... Non. Sauf qu'ils ont des radars qui sont passifs ou non passifs, qui leur permettent de savoir aussi pourquoi et où ils vont. C'est-à-dire qu'ils détectent les rochers, ils détectent les bancs de baleines. Ils sont là aussi pour voir quels sont les autres sous-marins qui peuvent éventuellement les approcher. Ce qui est extrêmement curieux, en fait, c'est que normalement, ces 2 types de sous-marins sont là. C'est des sous-marins qui sont là pour attendre. C'est-à-dire qu'ils sont là à un endroit, ils se posent et ils attendent de recevoir ce fameux ordre. À la différence d'autres types de sous-marins qui sont là pour vérifier, faire des missions de repérage, voire potentiellement jouer au jeu du chat et de la souris, c'est-à-dire pour attaquer un adversaire. Et là, on ne comprend pas pourquoi ces 2 sous-marins sont rentrés en collision. Ça reste vraiment quelque chose de totalement inexpliqué. Alors, on ne sait pas s'ils jouaient à un jeu du chat et de la souris, ce qui sera assez extraordinaire, surtout entre des puissances qui sont normalement alliées. Il y a un vrai mystère, donc je ne peux pas donner de réponse là-dessus. Mais ils sont censés avoir des radars qui détectent ce qui approche vers eux. Mais sans doute, en fait, l'accident le plus majeur pour la France, c'est celui de juillet 66. Un accident qui a été révélé au cours d'une conférence par un colonel qui s'est levé et qui a expliqué que si, en France, il y a bien eu une mission nucléaire aérienne. C'est-à-dire que jusqu'à présent, jusqu'en 2015, parce que c'était révélé en 2015, il avait toujours été affirmé que la France n'avait jamais fait voler d'armes nucléaires. En fait, on en a fait voler à 3 occasions seulement, c'est-à-dire 3 essais nucléaires qui ont été réalisés dans le Pacifique, où là, des avions sont partis avec l'arme nucléaire et l'ont larguée pour voir si l'ensemble de la chaîne de commandement et le processus fonctionnaient. Sauf qu'en juillet 66,
un mirage. À cette époque, nos armements nucléaires sont en alerte 24 heures sur 24, prêts à décoller pour aller bombarder les pays de l'Est. Ce mirage reçoit, il est donc dans son hangar, c'est à Orange, il reçoit l'ordre décollage de guerre. Le pilote, comme bon soldat, ne se pose pas des questions et l'équipe autour non plus. Il décolle. Un quart d'heure plus tard, il est dans les airs. Une demi-heure plus tard, il est au-dessus des Alpes. Sauf que, à peine 5 minutes après qu'il soit décollé, on s'est dit, il y a un problème. Personne ne lui a donné l'ordre de décoller. C'est-à-dire que personne, objectivement, outre la machine. On comprendra par la suite que c'est dû à un orage qui a déclenché le système électrique et qui a donné cet ordre et que l'avion est parti. Bref, l'avion est dans le ciel et lui, sa mission, c'est d'aller bombarder. Donc immédiatement, on demande au pilote de revenir. Sauf qu'à cette époque, comme on pense ou qu'on se sait écouté par les forces soviétiques, on n'utilise pas les codes dits secrets pour rentrer en communication avec lui. On lui parle, comme je vous parlerai maintenant, en lui disant « il faut que tu reviennes, c'est un faux ordre ». Sauf que le pilote est un bon soldat et lui, il ne sait pas si ceux qui l'appellent, ce sont ses collègues d'Orange ou si ce sont potentiellement des forces soviétiques et qui donc essayent de le brouiller pour mettre à terme sa mission. Donc il continue au-dessus des Alpes, en tout cas en direction des Alpes, mais le pilote et le soldat n'étant pas complètement idiots, comprend qu'au-dessus des Alpes, après avoir reçu moult messages, au-dessus des Alpes il n'y a pas d'avion ravitailleur pour lui permettre d'aller plus loin et d'aller larguer sa bombe, comprend qu'il y a un vrai problème et qu'effectivement ce n'est pas une vraie mission de bombardement nucléaire, même s'il a bien une bombe nucléaire sous ses ailes. Donc il revient. Le problème, c'est qu'on n'a jamais pensé à ce qu'un avion portant une arme nucléaire allait revenir. Normalement, l'avion, il porte une arme nucléaire et il la largue. Si possible, l'avion revient, mais ça, c'est un autre problème avec le pilote. Mais le fait que l'avion avec la bombe revienne, non. Donc on a eu peur. On a eu peur parce qu'on ne savait pas si la bombe qui était dessous l'avion, les attaches, allait résister tout simplement à l'atterrissage, au choc de l'atterrissage. Et ça a résisté puisqu'on n'a pas eu de catastrophe. C'est-à-dire que la catastrophe en soi qu'on aurait pu avoir, ce n'est pas forcément l'image du champignon nucléaire comme vous pouvez vous imaginer, mais c'est un éparpillement de matière radioactive sur l'ensemble peut-être de la ville d'Orange. On a eu cette catastrophe sur les plages de Palomares. Aujourd'hui, il y a toujours des terres qui sont contaminées en Espagne. Donc c'est pour vous dire qu'on aurait potentiellement. Mais cet épisode, qui a été tenu secret pendant près de 50 ans, n'a jamais été mis aux oreilles, à l'époque c'était donc le général de Gaulle, aux oreilles du général de Gaulle. Donc ce qui montre qu'il y a eu un vrai secret aussi à l'intérieur. Donc voilà, c'est pour vous montrer que on pourrait faire un film, effectivement, mais c'est aussi pour vous montrer, donc je pourrais revenir plus tard sur l'histoire du colonel Petrov, qui n'a pas cru dans une attaque de missiles américains, et donc il n'a pas cru ses ordinateurs. En fait, ce qu'il faut que vous compreniez aussi, c'est que, 1, on a ce danger permanent, 2, on ne peut rien faire autre que les éliminer pour éliminer ce danger permanent, mais 3, depuis le début, on a de la chance. On a tout le temps de la chance. Ce n'est pas le système qui fonctionne et qui nous évite une guerre nucléaire, c'est juste parce qu'on a de la chance. Donc la grande question que nous on pose à chaque fois, c'est pendant combien de temps on continue à avoir de la chance? Parce qu'à un moment donné, on se doute que ça ne marchera. Dans les années 80, différents mathématiciens, dans la volonté d'essayer de rapprocher à la fois les oppositions, les systèmes soviétiques et américains, ont décidé de travailler ensemble sur finalement qu'est-ce qui se passe si plein d'armes nucléaires explosent. Et ils ont écrit la théorie de ce qu'on appelle la théorie de l'hiver nucléaire. Pour être assez simple, en cas d'explosion d'un grand nombre d'armes nucléaires, les armes nucléaires explosent, provoquent un ensemble de retombées ou de mise en place dans le ciel et dans la stratosphère d'un certain nombre de retombées radioactives, de poussière, de débris. Et s'il y a un très grand nombre d'armes nucléaires qui explosent, on risque d'avoir un obscurcissement tout simplement de notre ciel. Mais pas une nuit pour une journée, hein, en mois ou en année, ça se compte. Et forcément, si vous n'avez plus de soleil en mois ou en année, vous ne pouvez plus avoir de production agricole. Donc vous êtes face à une problématique tout simplement de nourriture, puisque vous ne pouvez plus à un moment donné abonder. Sauf qu'on a refait les calculs ces dernières années,
Et si dans les années 80, on trouvait qu'il fallait plusieurs milliers d'armes nucléaires, on a compris dans les années 2000-2010, grâce au nouveau schéma, notamment aux nouveaux modèles climatiques qui ont été réadaptés, que simplement une petite centaine d'armes nucléaires, donc je vous rappelle, le monde en a 15 000, pouvait provoquer ce qu'on appelle 7 hivers nucléaires et engager une famine nucléaire pour près de 2 milliards d'êtres humains. Donc 2 milliards d'êtres humains, encore une fois, vous ne faites rien. Et directement, vous êtes impacté, que vous pouvez imaginer, bien évidemment, que le modèle de société dans lequel on vit est totalement bouleversé. Et même si ça se passe entre l'Inde et le Pakistan.